Vous savez, c'est vraiment important ça, parce que vous êtes dans le pays du Malbec et vous allez entendre parler tout le temps du Malbec, c'est le roi. Mais c'est pas le Malbec en lui-même qui est intéressant, c'est le profil qu'on va lui donner à travers nos terroirs. Le vin, le jaja, le pinard, le pif. Il existe une ribambelle de termes pour désigner ce breuvage que nous aimons tant, le jus de raisin fermenté. Et c'est parce que nous l'aimons plus que tout que nous voulons mieux comprendre ce qui fait un bon vin. Cépage, climat et terroir y participent, mais avant tout, il y a la patte des vigneronnes et des vignerons. Je suis Romain. Je suis Florian. Je suis Antoine. Nous sommes 3 copains et nous vous emmenons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes dans leur domaine pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse. Paris, gare d'Austerlitz, 22h10. Je monte dans un train, direction le sud-ouest. Après une nuit agitée, un train du matin manqué et un peu plus de route que prévu, me voici à Vire-sur-Lot, sous un beau soleil de septembre, au clos Triguedina. Au cœur de l'appellation Cahors, je pars à la rencontre de Jean-Luc, Sabine et Juliette, dignes représentants de la famille Baldès, qui conduit d'une main de maître ce domaine de 75 hectares depuis 6 générations. Au programme, découverte de la diversité des terroirs de Cahors et de l'interprétation par le domaine, une vision historique du clos Triguedina avec Jean-Luc, les projets de Juliette fraîchement revenue au domaine, et enfin la valorisation du domaine et la transmission avec Sabine. Régalez-vous, chers auditeurs et chères auditrices. Bonjour Jean-Luc Baldès. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir à Vire-sur-Lot, au clos Triguedina, qui est votre domaine et qui est dans la famille Baldès depuis déjà de nombreuses générations. On va y revenir. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, s'il vous plaît ? Oui, bonjour. Oui, je m'appelle Jean-Luc Baldès, donc je suis vigneron passionné. Dans la famille, on fait du vin depuis 1830, donc c'est une vieille famille de vignerons, où maintenant 7 générations de vignerons se succèdent. Voilà. Donc vous êtes la 6e génération. Moi, je suis la 6e génération, et Juliette est peut-être mon fils, notre fils, Sabine et moi, Jean, s'intéresse aussi à la partie viticole et serait en mesure de venir nous rejoindre. Alors on aura le plaisir de discuter avec Juliette tout à l'heure pour voir comment la nouvelle génération justement s'intègre au domaine et qu'est-ce qu'elle compte apporter au clos Triguedina. Mais d'abord je voudrais commencer par quelque chose d'important je pense pour les auditeurs et les auditrices. Alors ici on est à Vire-sur-Lot, mais quand on est dans la région on entend parler du Lot, du Périgord, du Quercy. Est-ce que vous pouvez s'il vous plaît nous expliquer un peu où on est exactement et qu'est-ce que toutes ces dénominations recoupent ? Alors nous sommes dans la grande région d'Occitanie, nous nous trouvons ici dans la vallée du Lot, dans la commune de Puy-l'Évêque, mais notre domaine est à cheval en fait sur plusieurs communes, Puy-l'Évêque, Vire, Florissas, la Capelle-Cavanac et Touzac. Voilà, ce vignoble se retrouve à peu près à égale distance de la Méditerranée et de l'océan Atlantique. Nous sommes au nord de Toulouse, à peu près à 1 heure et quart de Toulouse. Voilà, en plein cœur du sud-ouest, en fait. Et le Quercy, par exemple, si on parle du Quercy plus précisément ici, on parlera bien sûr, pas du Périgord, mais du Quercy, c'est une région, donc c'est le Quercy noir. Donc ça se trouve le long de la vallée du Lot. Le Lot s'étire sur tout le département, et il part de l'est à l'ouest. Il y a à peu près 70 km entre une extrémité du vignoble et l'autre, entre l'est et l'ouest. Et le vignoble couvre à peu près 3500 hectares de vignes. Pourquoi Quercy noir en particulier ? Pourquoi la dénomination noir ? Le Quercy noir, parce que je pense que c'est par rapport à la truffe, c'est le pays de la truffe, donc c'est le pays du bon vin, du vin noir bien sûr, et de la truffe. Il y a pas mal de champignons dans le coin. En arrivant ici, je me suis arrêté dans un café et ça commençait déjà à parler des champignons alors qu'on est encore en septembre. Ben, en fait, toutes les conditions sont réunies pour que les champignons poussent. Et d'ailleurs, cette année, on a eu une menace de mildiou assez importante. Et les champignons se développent bien lorsqu'il y a de l'humidité et de la chaleur, ce qui est le cas actuellement. Donc les gourmets sont contents, mais pas forcément les vignerons et les vigneronnes. Oh, on est bien content aussi d'avoir une benne platée de champignons dans l'assiette avec un bon verre de Cahors. Alors,
vous l'avez dit, la famille, on produit du vin ici depuis 1830. Vous êtes la 6e génération qui produit du vin au domaine. Comment ça a commencé pour vous, Jean-Luc? En fait, donc je suis né dans un pied de vigne. Hein. Je suis né en 1955, une année de gelée. 55-56, hein, en fait. C'est pas 55 qui a gelé, c'est le millésime 56. Ouais, le grand gel d'hiver de 56, oui, voilà, tristement célèbre. Une grosse partie du vignoble, mais pas la totalité. Et j'ai eu le bonheur et la chance de voir mon arrière-grand-père, de le connaître, de m'en occuper un petit peu sur ses vieux jours aussi. J'ai travaillé avec mon grand-père et mon papa, et puis maintenant avec ma fille, et bientôt avec mon fils, s'il souhaite nous rejoindre comme c'est prévu. Voilà, donc ça m'a amené une certaine expérience, aussi un certain goût du vin, une passion en fait, une passion de la culture de la vigne, mais aussi une passion du travail du vin, et également du commerce, parce qu'ici à Cahors, il faut s'occuper du commerce. Il n'y a pas une organisation comme on peut trouver à Bordeaux ou ailleurs dans les grands vignobles de France. Alors, on est tout proche du chai, là, donc il y a parfois on entend une petite sonnerie, c'est des machines qui reculent, parce qu'on est en pleine vendange concrètement, vous avez vendangé cette nuit, voilà. Il y a des bennes de raisin qui rentrent, donc il y a de l'activité dans le chai, là. Tout à fait, c'est une période chargée pour nous, et nous vendangeons la nuit, puisqu'on a créé une cuvée qui s'appelle le vin de lune. Donc c'est un raisin qui est récolté à la fraîcheur de la nuit ou à la fraîcheur du petit matin ou du soir. Voilà, donc on a travaillé toute la nuit pour rentrer le raisin. On met des lampes frontales et puis on y va avec des équipes. Tout à la main. Voilà, une partie à la main, une partie à la machine. Et sur quel cépage vous avez sur cette cuvée? Moi j'ai eu la chance de travailler en Bourgogne, j'ai fait mes études là-bas et puis ensuite je suis allé à Bordeaux. J'ai travaillé dans les Graves et j'ai travaillé dans le Sauternais, puisque j'étais à un moment donné maître de chai au Château Coutet à Barsac. Et quand j'ai rejoint le domaine en 1990, je me suis dit qu'il serait intéressant de créer une gamme de vins. Et vu que nous avons des terroirs qui sont plus propices à la culture du blanc que du rouge, je me suis dit on va se lancer dans la culture du blanc. Et j'ai choisi donc 2 cépages qui me semblaient correspondre à mes terroirs. À savoir le chardonnay, qui est un très beau cépage, qui mérite très très bien ici, et le viognier, que j'ai planté en 1990 avec une autorisation spéciale puisqu'il n'était pas reconnu encore dans notre région. Donc j'ai eu une dérogation et puis au bout de 4 ans, ils se sont aperçus que le viognier se comportait très bien sur les terroirs et il a été reconnu au journal officiel. Donc aujourd'hui, on travaille ces 2 cépages, mais vu que j'ai aussi travaillé dans la région de Sauternes, Barsac, je me suis dit que je pourrais faire aussi un moelleux. Et là, j'ai fait venir du chenin qui, autrefois, existait déjà dans la région, mais qui avait disparu avec le phylloxéra. Alors, vous avez dit qu'il y avait une zone ici qui était plus propice à la production du blanc que du rouge. Ça, je pense que ça a sûrement étonné certains auditeurs et auditrices. Pardon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des zones qui sont plus propices au blanc par ici? Il est vrai que le Cahors est reconnu pour ses rouges, puisqu'on est passé à appellation d'origine contrôlée en 1971, il ne se produisait quasiment plus que du rouge dans la région. Et les vignerons n'ont jamais pensé qu'ils pourraient revendiquer l'appellation Cahors blanc ou Cahors rosé, ce qui est regrettable, puisqu'en fait, nous avons des terroirs qui sont bien sûr très favorables pour la culture du rouge et du Malbec particulièrement, mais nous avons aussi des terroirs sur les hauts plateaux qui sont des terroirs calcaires, avec des argiles rouges. Et ce calcaire et ces argiles amènent beaucoup de finesse et d'élégance, ce qui nous autorise à faire aussi, en plus des Malbecs, raffinés et élégants, mais aussi des blancs, à partir de nos 2 cépages, viognier et chardonnay, et également chenin pour les moelleux. Alors parlons du Malbec, puisque vous avez commencé à le faire. C'est le cépage emblématique de la région de Cahors, enfin de l'appellation Cahors, pardon. En fait, le Malbec a toujours existé ici à Cahors, bien avant le phylloxéra. On l'appelait parfois différemment, on l'appelait Auxerrois, on l'appelait Côte, on l'appelait Nord de Prayssac, Lieu Perdrix. Les noms ont changé assez souvent, mais finalement, on s'est rendu compte que les Argentins nous avaient récupéré ce cépage il y a à peu près 200 ans et avaient développé l'image de ce vin, de ce cépage très particulier dans le monde, et on s'est dit ça serait peut-être intelligent de s'accrocher un petit peu au wagon pour la partie du commerce. Donc on a communiqué progressivement sur le nom de Malbec.
voilà, qui est maintenant le seul nom que nous utilisons. Et ça, c'est assez porteur, puisque autant on était les premiers à faire du Malbec, autant on était moins bons sur le plan du commerce. Et c'est vrai que rivaliser un petit peu avec l'Argentine, eh bien, c'est stimulant. Et ça nous permet aussi de nous faire reconnaître. On peut très bien imaginer sur une carte de vin que sur la partie droite, il y a les vins d'Argentine, et sur la partie gauche, les vins de Cahors. Voilà, c'est profitable, je pense, aux deux régions. Oui, parce que c'est le même cépage, mais les vins sont quand même très différents. Tout à fait, c'est le même cépage, mais les terroirs, le climat sont différents, le travail des hommes aussi sûrement. Et donc ça donne des profils de vin qui sont tout à fait appréciables autant les uns que les autres, mais avec des différences notables. Donc on imagine bien un Malbec argentin assez riche, puissant, avec de l'alcool, avec une belle maturité, des vins chaleureux, et peut-être des vins un peu plus frais, un peu plus sur la gourmandise, avec une profondeur et une richesse aussi, parfois aussi un peu d'alcool avec le réchauffement climatique sur nos Malbecs de Cahors. Alors vous avez dit que c'était un cépage très particulier. Qu'est-ce qu'il a de particulier justement le Malbec ? Il est particulier parce c'est un cépage qu'il faut apprivoiser. Il est capable de donner beaucoup, comme il est capable aussi de donner très peu. Donc c'est un cépage qui demande beaucoup de soins, d'attention. Il faut bien sûr choisir le porte-greffe en fonction des terroirs, du terrain. Il faut aussi choisir la sélection végétale, de manière à avoir des Malbecs qui produisent, mais pas trop, mais quand même assez régulièrement, et qui produisent surtout de la qualité. On est là pour faire de la qualité. On n'est pas là pour faire du volume et vendre en masse. On veut faire du bon vin et on veut rivaliser avec la cour des grands. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il se plaît bien ici, justement ? Quelles sont les conditions qui font que le terroir de Cahors, il est propice à faire à faire du Malbec, et 2, à faire des grands Malbecs ? Alors, ce Malbec, il est intéressant parce qu'il est différent de la plupart des cépages qui sont cultivés ici en France et dans le monde, hormis l'Argentine. Donc, il a une différence dans la mesure où c'est, pour moi, un des plus beaux cépages au monde. Je ne vais pas dire le plus beau parce qu'on va dire que je suis chauvin, mais un des plus beaux cépages au monde parce qu'il nous amène à la fois les arômes, le fruit, la gourmandise, la puissance, la finesse, l'élégance, la couleur. Voilà, tout ça, ça forme ce cépage Malbec, ce vin qui est vraiment très généreux, très particulier, qui peut facilement accompagner le partage avec des copains autour d'une table ou un apéritif ou un moment de détente dans l'après-midi. C'est un cépage merveilleux qui a moult facettes et qui gagnerait, à mon avis, à être connu et reconnu. Vous trouvez qu'il n'est pas reconnu à sa juste valeur aujourd'hui ? Oui, il a un déficit d'image du fait que les Malbecs que nous produisions il y a quelques décennies étaient des vins, surtout chez des petits producteurs qui n'avaient pas trop les moyens de travailler le produit, des vins qui étaient parfois un peu noirs, épais, rustiques, voire rocailleux. Donc on disait souvent que ce vin était trop solide, trop difficile à boire. Mais avec le réchauffement climatique et avec le travail des hommes et la mise en avant des beaux terroirs, on arrive à faire aujourd'hui des vins très élégants, très raffinés, qui peuvent rivaliser avec des grands crus de Bordeaux ou d'ailleurs. Et il nous est arrivé de faire des dégustations comparatives avec des grands domaines de France et d'ailleurs, et de voir que nos vins, nos qualités haut de gamme étaient tout à fait comparables et parfois même meilleurs en dégustation que certains crus qui ont une meilleure réputation. Qu'est-ce qui rendait les vins rustiques à l'époque ? C'était que le cépage avait un peu du mal à mûrir ? Voilà. À l'époque, les vignerons, quand ils ont replanté après les gelées 56, ont planté des cépages qui étaient plutôt productifs, sans trop se soucier de la qualité. Puis finalement, avec le temps, on a fait des sélections et on est arrivé à avoir des productions de Malbec beaucoup plus raisonnées, moins importantes et beaucoup plus qualitatives. Voilà. Ça s'est fait dans le temps, progressivement, et puis est arrivé aussi le réchauffement climatique. Moi, je me souviens, dans mes débuts, dans les années 70, quand j'ai rejoint mon papa, dans 77, quand j'ai rejoint mon papa, eh bien, les vendanges, elles duraient jusqu'au mois de novembre. Parce qu'il cherchait lui aussi la maturité et il n'arrivait pas toujours à l'obtenir. Parce que le climat n'était pas le même. Donc il y avait un réchauffement beaucoup plus doux, beaucoup plus lent.
Et donc, ils récoltaient les raisins à maturité, mais pas tout à fait. On n'avait pas cette maturité phénolique, ces qualités de peau qu'on recherche aujourd'hui. Depuis que les années 90, avec ce réchauffement climatique, eh bien, le Malbec s'en sort très bien parce que c'est en fait un cépage tardif, c'est pas un cépage précoce, donc il mûrit assez tard. Et ce cépage, avec le réchauffement, eh bien, on arrive à pousser les maturités tout en vendangeant relativement tôt. C'est-à-dire que, vous voyez, cette année, par exemple, qui est une année quand même assez humide et assez difficile, eh bien, on a des Malbecs qui sont à maturité là aux alentours du 20-25 septembre, alors qu'autrefois il fallait attendre presque en novembre. Vous voyez, on a gagné un mois et demi de maturité. Donc cette maturité nous permet d'avoir des peaux beaucoup plus mûres, beaucoup plus élastiques, d'avoir des graines de pépins qui sont aussi en forme de bois, c'est ligneux, et qui ne donnent pas de goût astringent au vin. Voilà, tout ça, toute cette maturité obtenue affine le vin et le rend beaucoup plus agréable et plus facilement buvable. Avec des tanins un peu plus mûrs, avec des un peu tanins plus ronds. bien veloutés, Voilà, arrondis. veloutés. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, les belles cuvées de Cahors ramènent beaucoup de finesse voilà, au vin. Vous avez parlé de ce changement de regard qui s'est fait et de pratique avec davantage de recherche de qualité plus que de quantité. C'est un chemin qui s'est fait petit à petit aussi ici au Clos Triguedina. Ici, au Clos Triguedina, on a toujours été sensible à la qualité. Je me souviens, mon papa était toujours très fier d'aller voir les vignobles, les grands vignobles de Bordeaux, de Bourgogne, et discuter, échanger avec les vignerons. Et il était toujours sensible à la qualité. Il avait la fierté de faire du bon vin. C'était la réputation du domaine. Il faut dire qu'on a un très très beau terroir ici. On est sur une croupe de 3e, 4e terrasse et un petit peu en 2e terrasse aussi. Et ces terrasses, elles amènent beaucoup de qualité au vin. Après, comme on a toujours cherché à bien produire, on s'est équipé. Mon papa a créé en 1976 le premier chai inox de l'appellation parce qu'il voulait bien maîtriser ses fermentations. Et, vous voyez, les premières cuves inox ont été achetées à Bordeaux en 71 au Château Latour, qui est un cru célèbre dans le monde. Et nous, mon papa, lui, les a achetées en 73 et a implanté son chai en 76. Donc il était vraiment très, très à l'écoute de la qualité, toujours à l'avant-garde du produit, toujours à être le premier dans tout. Voilà, c'était la tendance. Je ne dis pas qu'il réussissait tout le temps surtout, et nous non plus aujourd'hui, mais c'est l'objectif. L'objectif, c'est de faire le meilleur vin possible. On est en fait obsédé par la qualité. Donc on donne en quelque sorte notre vie à ce domaine, au travail de ce domaine. C'est notre fierté, c'est notre envie. Le matin, on se lève content d'aller travailler, on est content d'aller animer nos équipes, on les sensibilise. Tout le monde va dans le sens de la qualité et faire du beau travail, parce qu'en fait, il faudra du très beau raisin pour faire du très bon vin. Voilà, c'est notre façon de penser. Les cuves inox qui avaient été installées à l'époque, c'était déjà des cuves thermorégulées ? Non, pas à l'époque. Moi, j'ai installé la thermorégulation quand je suis arrivé en 78. Voilà. Oui, donc c'était quand même assez tôt à l'époque pour installer des cuves thermorégulées. Mais ça, c'était quand même assez tôt déjà pour installer des cuves thermorégulées. Précoce, ouais. À l'époque, mon papa avait déjà intégré l'azote, et moi j'ai intégré la thermorégulation. Ce qui est clé pour maîtriser les fermentations et donc la qualité du vin final. En fait, si on peut rentrer une vendange trop chaude, eh bien, on peut la refroidir, parce que la levure travaille bien en dessous de 20 degrés pour démarrer. Et si c'est trop froid, eh bien, ça nous permet de réchauffer aussi pour lancer les fermentations. Donc c'est un contrôle, c'est une facilité pour réussir les vinifications. Est-ce que vous avez toujours rêvé d'être vigneron ? En fait, comme je vous ai dit, je suis né dans un pied de vigne, et donc j'ai baigné toute ma vie dans cette culture. Voilà, mes parents m'ont amené, j'ai conduit tracteur à l'âge de 12 ans, j'allais dans les vignes. J'ai toujours suivi mon papa, j'ai suivi mon grand-père. Voilà, j'écoutais mon arrière-grand-père aussi qui me racontait ses histoires. Et oui, j'ai toujours aimé le travail de la vigne. Bien sûr que
Il m'est arrivé parfois aussi d'hésiter parce que je me disais peut-être c'est trop lourd pour moi, peut-être que je n'y arriverai pas parce qu'il y a une pression quand même. On est dominé par la nature. Nous, on domine rien. On essaye d'aller dans le sens de la nature et de rectifier les petits défauts qu'il peut y avoir, mais on maîtrise jamais tout parce que, vous voyez, on peut arriver la veille des vendanges, on a fait tout le travail nécessaire à faire du bon raisin, et puis bam, une grêle peut arriver, un gros orage qui nous dévaste tout, on est à la merci de la météo. Voilà. Donc ça fait que ça donne un peu de stress aussi. Mais moi, j'ai surmonté toute cette angoisse petit à petit. Je me suis formé parce que j'ai fait mes études en Bourgogne, ce qui était une belle école à Beaune. C'était à l'époque la meilleure école viticole de France. Cette école avait été conseillée à mon papa par M. Cassignard, qui était directeur technique de l'ITV à Bordeaux à l'époque. Et j'ai pas regretté d'y être allé parce que j'ai rencontré toutes les cultures viticoles de France, parce qu'il y avait des vignerons de partout, du sud de la France, de Corse, de Champagne, d'Alsace, de Bourgogne, bien sûr, et du sud-ouest. Et j'étais pratiquement le seul parce que tous les gens qui étaient dans le sud-ouest, en général, partaient vers Bordeaux. Voilà. Mais pour moi, c'était enrichissant parce que j'ai connu justement toutes ces façons de penser du vin et de travail de la vigne. Voilà, donc c'était pour moi une chance. C'était important d'aller voir ailleurs. Vous auriez pu tout apprendre ici avec votre famille. Non, je pense qu'il faut s'ouvrir l'esprit. Il faut aller ailleurs. Il faut rencontrer des gens différents. Et puis petit à petit, on forge sa route, quoi. Et on trace son chemin en fonction de ce qu'on a appris, de ce qu'on a écouté de sa famille. Bien sûr, c'est important. Mais aussi des idées nouvelles que peuvent nous amener les autres. Moi, j'ai toujours passé ma vie à regarder ce qui se passait à côté, chez les autres. Ça m'a enrichi, ça m'a donné des idées. Voilà, non, je pense qu'on a toujours à apprendre et on apprend tout le temps. Et j'ai l'impression que je ne sais pas grand-chose à l'aube de ma fin de carrière. Voilà, mais oui, je suis toujours en quête de découvrir et d'essayer de créer des choses nouvelles. Alors d'abord la Viti à Beaune. Est-ce qu'après vous avez travaillé un peu en Bourgogne ? J'ai fait la Viti à Beaune. Après la Viti, j'ai fait mon service militaire dans la marine. Là aussi, c'était très agréable parce que j'ai voyagé un petit peu sur le Clémenceau et sur le Suffren. Donc un porte-avions et une frégate, c'est ça ? Une frégate, oui. Ouais. C'est une autre époque pour ça. beaucoup d'éditeurs et d'éditrices. Ils sont tous les deux à la casse, ouais. Voilà, mais c'était l'année où il y avait la revue navale, c'était important aussi. Et puis c'était l'année aussi où il y avait l'impôt sécheresse. Merci Giscard. Voilà, sans politique. Et quand j'ai terminé mon service militaire, je suis rentré tout de suite au domaine. J'ai travaillé comme aide familiale pendant quelques mois. Et puis petit à petit, j'ai dit à mon père, bon, maintenant il faudrait quand même que tu m'intègres un peu dans l'affaire. Et on a créé à ce moment-là un GAEC. Donc on était un GAEC associé à 50% chacun. Et puis petit à petit, j'ai continué à travailler avec lui pendant quelques années, jusqu'en 1988. En 88, je ne voyais pas se dessiner la succession avec facilité parce qu'on était 4 enfants et j'étais le seul à rester sur le domaine. Et donc il me semblait que j'avais besoin de contrôler ce domaine dans le futur. Et vous savez bien, les parents, ils aiment tous leurs enfants et c'est normal. Et mon papa n'arrivait pas à se décider à faire un partage me permettant de reprendre les choses et de garder mon cap. Voilà. Donc je lui ai dit que j'allais quitter l'entreprise. Donc on a rompu nos accords de GAEC et je suis parti à Bordeaux. J'ai fait une formation commerciale qui me semblait me manquer pendant 1 an à Blanquefort. Voilà. Et à l'issue de cette formation, je suis parti travailler dans le Bordelais. Et j'ai traversé le Médoc, donc quelques temps dans le Médoc. Et ensuite, je suis parti dans le Sauternais pour être maître de chai au Château Coutet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et là, j'ai appris aussi beaucoup de choses parce que j'ai connu l'univers des grands crus. Et c'est toujours ce vers quoi je voulais tendre. Voilà, donc ça tombait bien. Mais mon papa, lui, prenait un petit peu d'âge. Moi, c'était un petit peu associé avec mon frère, mais ça ne marchait pas trop non plus. Mon papa avait du tempérament, au passage. Et moi aussi, et mon frère aussi.
Donc ça a clashé un petit peu et mon papa est venu me trouver à Bordeaux et il s'est rendu compte que je faisais ma route, quoi, hein, hors de Triguedina. Et finalement, il m'a dit, bon, écoute, Jean-Luc, si tu reviens au domaine, j'arrange les choses pour que tu puisses contrôler ce domaine et travailler comme tu l'entends. Voilà, je pense que dans un bateau, il ne peut pas y avoir 36 chefs et il fallait qu'il y en ait un qui prenne. Voilà, mais ça se mérite. Voilà, donc j'ai accepté de revenir à Triguedina. Et puis à partir de là, eh bien, je me suis lâché. Donc j'ai essayé de continuer le travail des générations précédentes et d'améliorer ce domaine et de le conduire vers les grands crus sans en avoir la reconnaissance des institutions INAO et autres, mais petit à petit la reconnaissance de nos clients, des amateurs de grands vins. Ce qui est essentiel pour moi. C'est le plus important, oui. Qu'est-ce que vous avez découvert dans l'univers des grands crus à Bordeaux ? Dans l'univers des grands crus, j'ai découvert qu'il fallait faire un travail très soigné. En fait, au Château Coutet, le propriétaire était un Alsacien. Et un Alsacien, en général, c'est très rigoureux. Donc j'ai d'abord appris la rigueur, que je n'avais pas toujours, que je reconnais. Et cette rigueur, je me suis dit que ça serait une force. Voilà. Et donc petit à petit, j'ai appliqué cette rigueur ici au Clos Triguedina, dans le travail de la vigne et dans le travail du vin. J'ai appris aussi qu'on pouvait faire du grand vin, que c'était très bien, c'était la priorité, mais qu'il fallait aussi le faire savoir, le faire connaître. Et donc j'ai appris un petit peu cet univers de communication des grands crus. Et donc ça m'a aidé quand je suis revenu à Triguedina. Et tout de suite, j'ai commencé à communiquer sur mes vins. Donc j'ai eu la chance d'être assez rapidement reconnu vigneron de l'année par le Goemio. C'était en 94, ça ? Je crois que c'était en 93 ou 94, je ne me souviens plus trop. Ensuite, il y a eu le Guy de Fleurus aussi. Et puis on a eu le premier coup de cœur de Guy Dachette. Voilà, et ça m'a lancé et ça m'a encouragé à continuer la communication. Donc ce métier il est très enrichissant parce qu'en fait il permet de travailler la vigne, ce qui est déjà un gros travail qui est très prenant parce qu'on a l'exigence aussi de faire du travail des sols, suivi pointu de la vigne et feuillage, vendange verte. On a été les premiers ici à Cahors à adopter les feuillages et les vendanges vertes que j'avais remarqué dans le Sauternais, puisque dans le Sauternais ils sont toujours effeuillés et toujours triés. Donc je me suis dit, si les Sauternais font ça, c'est qu'ils sont pas sots et que personne ne le fait sur les rouges, mais peut-être que je pourrais m'aventurer et le faire. Et on a démarré comme ça. On a commencé à effeuiller, à trier et à faire des sélections. Donc tout ça pour avoir un raisin de meilleure qualité. En fait, plus le raisin est beau, meilleur sera le vin. On parle beaucoup de technique à la cave, de génie dans les caves, mais je pense que le génie, c'est la nature. Et que la nature, il faut l'aider, l'encourager à faire de belles grappes avec de beaux raisins et surtout les ramasser au bon moment. Vous voyez, cette année, c'est très compliqué parce que c'est pratiquement mûr. Mais on a la menace de la pluie derrière, donc est-ce qu'il faut attendre ou est-ce qu'il va falloir commencer Voilà, on est là, on se pose la question. Et parfois, il m'arrive, la veille des vendanges, pas savoir que je vais vendanger le lendemain. C'est jamais sûr. Parfois, on dit on va le faire ce moment-là, et puis finalement, on retarde. Et on suit la météo de très près pour vendanger au moment idoine. Vous avez déjà mentionné plusieurs fois le commerce et la communication. Ça, j'ai l'impression que ça vous tient à cœur, donc je voudrais qu'on en parle un petit peu. Parfois, on peut avoir l'impression chez certains que le mot commerce, c'est un gros mot. Mais quand on fait du vin dans un domaine, c'est avant tout pour le vendre. Qu'est-ce que vous avez apporté en termes de commerce et de communication justement ici ? Alors le commerce, pour moi, c'est le nerf de la guerre. Parce que vous avez beau faire le meilleur vin du monde, s'il reste dans vos caves et vous regardez les bouteilles s'empiler, ça ne va pas durer longtemps. Alors, en plus, le commerce, on peut le bâtir de façon intelligente et agréable, surtout. Le commerce, c'est aussi la relation avec le client final. C'est la relation avec les intermédiaires. Et ça, c'est très agréable parce que le vin, c'est un produit de convivialité. On ne vend pas du vin comme on vend
du grand vin, comme on vend, je sais pas, des paquets de lessive, savon ou n'importe quoi. On vend du vin parce qu'il y a une culture, il y a une histoire. Donc tout ça, c'est passionnant. Et bien valoriser son produit, c'est aussi un métier. C'est pas mal que de valoriser son produit, parce que si vous le valorisez pour empiler les lingots d'or à la banque, bien sûr que c'est pas formidable. Mais si vous vendez correctement pour améliorer et monter encore plus haut le domaine, ça c'est formidable. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire de Triguedina le plus beau vignoble de Cahors. Mais ça demande quand même des moyens. Voilà. Donc pour ce faire, j'ai d'abord bâti la gamme pour avoir une offre intéressante. Donc en partant d'un premier produit accessible qui m'aide bien à faire les trésoreries de l'entreprise. Et puis derrière, j'ai bâti mes cuvées en fonction de ce que je crois être demandé par les consommateurs. Et j'ai fait en quelque sorte comme une pyramide. Et j'ai hissé vers du petit vin, enfin du petit vin entre guillemets, parce que même le petit vin, il doit être bien fait. Du joli petit vin, on va dire, jusqu'au produit d'exception. Voilà, donc j'ai toute cette pyramide qui va vers l'excellence. Avec des blancs, des rosés, des rouges et même une bulle. Alors des blancs, oui. Blanc sec en cuve, blanc sec élevé en barrique façon bourguignonne ou bordelaise, rosé de terrasse ou de piscine comme on dit, c'est pas trop le terme, mais c'est ce qui s'emploie aujourd'hui. Rosé d'apéritif. Voilà, rosé et rosé de gastronomie, parce qu'il n'existait pas de rosé gastronomie, donc j'ai créé le pink wine pour faire un rosé gastronomie. Et ensuite, le petit rouge gourmand fruité à partir de Malbec, donc on appelle ça le French Malbec. On a créé ça avec mon épouse et ma fille. Et ensuite, le Petit Clos, c'était donc le second vin du domaine, qui était aussi un vin de cuve, avec un produit bien bâti avec du Merlot, du Merlot et du Malbec en élevage cuve. Puis derrière ça, il y a la cuvée classique du Clos Triguedina qui existe depuis toujours. Elle a plus de 70 ans. Cette cuvée est sous la même étiquette, avec un assemblage classique Malbec, Merlot, Tanat. C'était pas suffisant, il fallait continuer à monter. Donc la Bourgogne est passée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc je me suis dit, si les Bourguignons travaillent comme ça les terroirs, si je regarde mes terroirs ici à Triguedina, on a à peu près les mêmes, quoi. On a le Lot, la vallée du Lot, la rivière, et puis les premières, les deuxièmes, les troisièmes et les quatrièmes terrasses. Je me suis dit, on est ici à Triguedina, on est sur 5 communes, donc on va créer une sélection de grands crus, comme les appellations de village. Donc on a créé une trilogie, une deuxième, une troisième, une quatrième terrasse à partir de pur Malbec. On a pris la meilleure parcelle de chaque terrasse, et on a fait cette sélection parcellaire avec des noms différents. Donc, il y en a une qui s'appelle Le Coin du Bois, parce que la parcelle en deuxième terrasse sur la commune de Puy-l'Évêque, sur le lieu-dit La Bande, c'est important le lieu-dit. Cette parcelle de Pur-Auxerrois donne un style de vin fruité, assez gourmand, mais avec une bonne richesse. Les vignes ont été plantées dans les années 75. Ensuite, la troisième terrasse, c'est autour de la maison. Donc, c'est sur des argilo-calcaires et siliceux, avec des cailloux roulés, et un petit peu de minerai de fer aussi, puisque ça a été apporté par le Massif central et par la rivière. La parcelle s'appelle donc les Galets, puisqu'on trouve un tapis de galets roulés. Et ensuite, une quatrième terrasse sur les hauteurs. Donc, c'est une propriété que j'ai achetée quand je suis revenu de Bordeaux. En argilo-calcaire, donc des argiles rouges. D'ailleurs, le lieu-dit s'appelle Pierre Rouge. Et la parcelle s'appelle Les Petites Cailles, en hommage à ma femme que j'ai connue un petit peu avant et qui m'a aidé à planter cette parcelle de vigne. Et donc, on appelle souvent les femmes les cailles en Bourgogne. Et puis, il y a des parcelles qui s'appellent les caillettes. C'est un petit clin d'œil à la Bourgogne. Voilà, et on a créé cette quatrième cuvée aussi de pur Malbec. Voilà, on a fait le petit coffret de 3 bouteilles pour présenter ce que sont les vrais terroirs de Cahors. Voilà, c'est à la fois initiatique et intéressant pour la diversité.
Et pour finir, il y a la cuvée Probus 100% Malbec créée par mon père. C'est la première parcellaire de l'appellation qu'il a créée lui-même en 1976 sur des très vieilles vignes qui ont plus de 100 ans. Elles sont 120 ans. Et j'ai créé en 1994 une cuvée qui s'appelle The New Black Wine par rapport à l'histoire. Et pour finir, on a créé aussi un moelleux naturellement parce qu'il fallait que je montre ce que j'avais appris un petit peu dans le Sauternais et une cuvée à base de Malbec muté, donc un Black Vintage. Voilà la gamme. C'est une gamme qui fait envie. J'ai oublié la bulle là aussi parce que à Cahors on parle tout le temps de Malbec. À l'époque ça m'irritait un petit peu parce que pour moi je voulais ramener ce Malbec au terroir et on parlait que du Malbec cépage. Et nous, on n'est pas dans une démarche de cépage, on est dans une démarche de terroir. C'est le terroir qui fait tout. Et je dis, moi, ils m'ont m'énervé avec ça, je vais faire péter la bulle. Faire péter le Malbec, le faire pétiller. Donc j'ai fait Malbec pétillant en méthode traditionnelle, en rosé. Sympa, Voilà ça fait envie. Vous avez mentionné plusieurs fois les terrasses qu'il y a ici. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est exactement et ce que ça fait dans la culture de la vigne? En fait, vous avez la vallée du Lot. Donc ici, dans notre vallée, le Lot fait un double méandre. Et ce double méandre, il délimite un petit peu cette vallée. Donc si vous regardez bien, là, en sortant du musée de Triodina, vous regardez, on est entouré de collines. Je ne vais pas dire de montagnes parce qu'on culmine à 300 mètres. C'est une petite montagne. Et donc tout autour, là, voilà. Et au milieu de cette vallée est posé notre domaine. Donc si vous descendez au bord du Lot, vous remontez vers le sommet des collines et vous avez en gros 4 niveaux de terrasses différents. Donc, les premières terrasses qui sont alluvionneuses au bord du Lot, où nos parents n'ont pas choisi de mettre de la vigne, parce que c'est des terrains un peu trop riches. Ça fait des raisins, mais ça ne fait pas forcément des grandes qualités. Et aujourd'hui, la qualité, c'est incontournable pour vendre du vin. Donc, on arrive en deuxième terrasse, on remonte à peu près de 30 mètres. Et là, on trouve des deuxièmes terrasses avec des terrains un petit peu riches aussi, mais avec des terrains un peu lourds. Et là, on a une partie du vignoble qui est installée là, mais parfois avec des graves aussi, avec des terroirs intéressants. Il se trouve que les températures ne sont pas les mêmes entre la première et la deuxième terrasse, parfois l'orientation non plus. Et l'âge des vignes aussi entre en ligne de compte. Donc on a ces deuxièmes terrasses qui sont plantées déjà depuis quelques années, parce que moi j'ai planté ça déjà en partie à partir des années 77, parce qu'auparavant, nos parents, pour faire du vin, ils avaient bien sûr du Malbec, mais ils avaient aussi des hybrides producteurs directs. Et voilà, aujourd'hui on les critique, on dit que ce n'était pas des grands vins, mais ce sont eux qui nous ont permis, de par le volume et de par l'accessibilité aux clients, de faire des trésoreries qui nous permettaient de travailler davantage sur le Malbec. Voilà, mais ça a été abandonné. Aujourd'hui, on a planté des Malbecs qui ont 30-40 ans, qui donnent de belles choses. Puis vous remontez ici sur le domaine. Là, on est en troisième terrasse. C'est souvent argilo-siliceux avec des cailloux roulés qui ont été apportés par la rivière autrefois et qui a déposé ses galets comme ça tout le long de la terrasse et sur laquelle est implantée la parcelle des galets. Là, vous avez à peu près 130 mètres d'altitude, un microclimat très particulier puisqu'en 55-56, les vignes n'ont pas gelé. Elles n'ont que partiellement gelé. Donc on a un microclimat qui nous permet d'avoir une température quand même moins basse pendant les gros hivers. L'orientation a été intéressante et c'est très dégagé parce que les bois sont assez loin, il n'y a pas d'ombre portée, donc c'est très bien pour travailler ces grands vins. Ce sont des très belles terrasses, il y a à peu près une 30aine d'hectares autour de la maison comme ça en troisième terrasse. C'est quand même énorme pour le domaine. Et puis vous remontez encore plus haut donc, sur les plateaux et là on est à 300 mètres et là c'est encore différent parce que là il y a plus de vent. Il y a aussi un peu d'humidité de par la remontée d'humidité de la rivière. Il y a un très bel ensoleillement. Pour vous expliquer, au printemps, ça pousse plus vite parce que les terrains sont argileux et calcaires, mais assez légers quand même. Et donc le réchauffement est plus rapide. Donc la vigne pousse plus tôt au printemps. Et par contre, avec le vent et
une température plus modérée, le cycle végétatif est beaucoup plus long. Et ça, c'est intéressant parce que ça amène beaucoup de finesse au vin, beaucoup d'élégance. Donc ces 3 cuvées, ces 3 terrasses, donc la deuxième pour le côté fruité, quand même assez riche aussi. La troisième pour le côté puissant, riche sur le plan aromatique, riche aussi en alcool, parce que souvent elle est à 13,5-14 degrés. Bien que les gens aujourd'hui disent que le degré c'est gênant, mais non, pour avoir de belles maturités, il faut aussi un peu de degré, parce que sinon les peaux sont trop épaisses et pas agréables, donc les tanins non plus. Et la 4e terrasse, elle amène la finesse et l'élégance. Alors, dans la gamme, vous l'avez dit, il y a un vin qui s'appelle The New Black Wine. Alors, malgré son nom anglais, c'est un vin qui fait directement écho à l'histoire de la région, enfin de la région de Cahors et de la production de fruits dans la région. Ça, c'est vous qui l'avez imaginé, ce vin. Ça fait notamment référence au vin noir de la région, qu'on qualifiait de noir à cause de sa couleur très, très prononcée. Mais ça a aussi un lien avec la prune et les pruneaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cette idée elle a germé dans votre tête et qu'est-ce que c'est ce vin exactement ? Déjà, le nom anglais, The New Black Wine, ça irrite parfois un peu les gens parce qu'ils aiment bien qu'on parle français ici. Mais si j'ai choisi ce nom, The New Black Wine, c'est d'une part pour reproduire l'histoire. L'histoire, c'est finalement un éternel recommencement. On refait toujours son histoire. Mais c'est aussi pour protéger ma marque. Parce que je me suis dit, je me lance dans ce vin, mais il ne faut pas que je sois doublé par quelqu'un. Donc, pour déposer la marque, je ne pouvais pas déposer New Black Wine tout seul ou le vin noir tout seul. Donc, je me suis dit, je vais mettre The New Black Wine. Et comme ça, je dépose la marque et je suis protégé. Voilà. Donc, j'ai refait ce vin parce que j'ai lu dans les livres d'histoire que ce vin existait avant le phylloxéra, qu'il était produit au début, je crois, vers le 17-18e siècle, donc jusqu'au 19e. Qu'il a été abandonné du fait des gelées du phylloxéra, que les gens ont oublié ce vin, finalement, qui pourtant était à l'époque servi à la cour d'Angleterre, tricoté sur le marché londonien et servi également à la cour de Russie. Puisque la rivière, le Lot, avait été d'ailleurs aménagée pour transporter ces vins sur des bateaux à fond plat qu'on appelle des gabarres. Et ces gabarres chargées, si elles n'échouaient pas entre-temps, elles arrivaient à Bordeaux. Et à Bordeaux, parfois, les Bordelais qui étaient un peu coquins avec nous les détournaient parce que c'était des vins assez riches, assez puissants qui, finalement, s'intégraient très bien dans les clarets de Bordeaux et faisaient du rouge qui était ensuite vendu sur les marchés anglais aussi. Oui, parce que c'était une autre époque. C'était une époque où, à Bordeaux, on faisait du vin, mais où le Cabernet Sauvignon avait un petit peu plus de mal à mûrir qu'aujourd'hui. Donc, on avait des vins clairs, des vins avec moins d'alcool, et des vins avec, comme pouvaient l'être les vins de Cahors, avec un peu plus de concentration d'alcool et de richesse. C'était des vins opulents et des vins, entre guillemets, luxueux. Voilà, ces black wine très généreux, finalement fortifiés justement ces Bordeaux qui étaient un peu légers et permettaient d'en faire le commerce qui était intéressant pour les Bordelais, mais pas forcément pour les Cadurciens. Voilà. Donc, ce vin, d'autrefois, si les Bordelais qui aussi nous imposaient une taxe de droit de passage, si on arrivait à passer les mailles de ce filet, il était donc vendu en Angleterre et en Russie. Donc c'était important. Et ce vin, pour pouvoir voyager sans risque, sans que le vin arrive à piquer au bout du chemin, et ce vin était fortifié dans des chaudrons. En fait, les vignerons récoltaient le raisin, le faisaient confiturer légèrement dans les chaudrons et en faisaient du vin, disons, un peu fortifié. Donc il résistait mieux aux variations de température, aux vagues de l'océan et donc un vin qui arrivait tout à fait marchand donc sur les marchés. Voilà, donc moi je me suis dit, puisque j'en suis à établir ma gamme, ça m'intéresserait de tenter cette aventure. Mais au lieu de chauffer les raisins dans des chaudrons comme ça se faisait à l'époque, moi ça me paraissait un peu compliqué, c'est pas toujours très propre et tout ça. L'hygiène c'est important dans la façon de faire le vin. Donc je me suis dit, j'ai mon cousin là, à 2 km de chez moi, il fait de la prune. Donc
pourquoi pas récolter les raisins, les poser délicatement sur des clés, les amener, les conduire dans le four à pruneaux pour les sécher, confiturer légèrement. Donc c'est ce que j'ai fait en fait. Ça fait penser un petit peu aux amarons aussi, parce que les amarons, ils mettent des raisins sur des cailloux, sur des galets pour réchauffer, concentrer. Ils les laissent sécher soit à l'extérieur, soit en intérieur, Voilà. mais entre 3 et 4 mois. Donc ça sèche le raisin, ça le concentre, c'est très du long, passerillage. très lent, Ouais. et parfois, c'est pas tout à fait, il n'y a pas tout à fait norme d'hygiène voulue. Donc le four, ça va très vite, parce que ça se passe la nuit. Le lendemain, le raisin est frais, il est récupéré. On l'amène à la cave, il est égrappé, on enlève tout ce qui est végétal et on met en cuve. Et on fait le pain de la cuve avec du raisin frais. Donc l'intérêt, c'est quoi? C'est de refaire l'histoire. C'est intéressant aussi de raconter l'histoire. Pour un sommelier, par exemple, il raconte comment il fait ce vin, c'est passionnant. Les sommeliers sont là pour faire découvrir. Et c'est intéressant aussi au niveau aromatique, parce qu'on a à la fois les arômes de fruits frais et les arômes de fruits confits. Donc ça élargit la palette aromatique et ça autorise aussi, de par sa générosité, d'accompagner avec des plats tout à fait particuliers. Donc on peut imaginer qu'un The New Black Wine peut être servi sur un canard à l'orange, peut être servi sur une tagine, peut être servi sur un agneau avec des notes un peu sucrées. On peut jouer avec ça et on peut également le servir sur un dessert un peu chocolaté. Voilà. Donc moi, ça me paraissait intéressant d'avoir ce vin qui est bien sûr construit dans la richesse, dans la puissance, mais surtout dans l'élégance. La qualité des tanins est essentielle. Ce sont des tanins comme du velours, très raffinés, très fins, qui font saliver, qui n'amènent pas de sécheresse et d'agressivité au palais. Voilà. Donc ce vin, on le fait depuis 1994. La première récolte, j'ai eu la chance de faire participer mon papa qui était déjà malade. Et il était très fier de voir qu'on mettait ce produit en préparation. Et voilà, depuis 1994, on le fait quasiment tous les ans, sauf les années très difficiles comme 2021. Concrètement, vous séchez quelle quantité quelle proportion de raisin et pendant combien de temps? Là, on me posait une question, c'est un peu le secret du vigneron. J'essaye quand même d'avoir les informations. Voilà. Mais... En fait, c'est très variable d'une année sur l'autre, suivant l'humidité, suivant que c'est très ensoleillé, que ça rend chaud ou frais. On adapte un petit peu tous les ans. C'est le savoir-faire de la famille Baldès. D'ailleurs, c'est le secret de cave, on dit. Est-ce que c'est un vin qui a vite rencontré son public? Ça s'adresse à des gens qui cherchent des choses originales, mais bien faites. Donc c'est un vin qui n'est pas d'un premier prix non plus. C'est une bouteille que vous touchez aux alentours des 100 €. Donc ça ne s'adresse pas à tous les consommateurs. Il faut déjà avoir le goût du vin et avoir aussi le moyen d'acheter ce vin. Donc il est vendu à l'unité. Il peut être vendu par 6 bouteilles ou 12 bouteilles maximum par client. Il est vendu sur le monde. On le vend à peu près dans une trentaine de pays. Et bien sûr, on privilégie le marché français. Je voudrais qu'on parle aussi de la cuvée Probus. Pourquoi ce nom déjà? Alors Probus, au début, on ne peut pas appeler ce vin le Prince Noir. Parce que toujours fait référence à l'histoire. Le vin, c'est l'histoire, toujours. Ça fait des millénaires qu'on fait du vin. Et il se trouve que cette cuvée, le Prince Noir, donc, qui avait aussi un regard sur le vignoble cadurcien, il se trouve que cette cuvée avait déjà été déposée par une maison de Bordeaux, qui s'appelle Barton Guestier. Donc un beau jour, on reçoit un courrier recommandé, si vous ne stoppez pas, vous êtes en train de procès. Bon, nous, on est tout petits. On a dit ok, on arrête. Oui, parce que Barton Guestier, c'est un négociant, assez important. Ouais. À l'époque, ouais, en 77. Voilà, donc ça faisait 2 ans qu'on faisait le vin. Donc on a passé 1 an et demi ou 2 ans sans étiquette. Donc on a coupé l'étiquette, on a coupé le bandeau Prince Noir et on vendait juste le reste de l'étiquette. C'était un peu frustrant, mais bon, c'était comme ça. Et puis on a un ami qui nous a lu l'article concernant Probus et c'était le commandant Allais, qui était grand maître de la confrérie des vins de Cahors, qui était un ami de la famille. Et il était amiral dans la marine. Et il nous a fait découvrir ce Probus et on s'est dit, ben ouais, ça nous correspond parce que
Probus, ça sonne bien. Probus, ça fait un peu Pétrus de Cahors, donc c'est prétentieux, mais c'est ce vers quoi on veut tendre, vers la renommée de ce vin, parce qu'on met tout notre savoir-faire dans cette cuvée. Et donc on a baptisé Probus, et Probus était en fait un empereur romain qui, en l'an 280, avait autorisé la replantation des vignobles en France, en Italie, en Espagne. Donc si on faisait une cuvée prestige, il était presque normal d'utiliser ce nom, parce que avant Probus, il faut savoir qu'il y avait l'empereur Domitien qui lui avait fait arracher toutes les vignes au profit de la culture du blé. Il fallait manger à l'époque. Mais Probus, qui est un guerrier, sûrement servait un peu de vin à ses soldats pour qu'ils aillent au combat, qu'ils y aillent plus facilement. Voilà. Donc merci Probus, parce que grâce à lui, on fait du vin. Et on est très fiers de faire du vin, et c'est une très très belle culture. Alors ce vin, il est plutôt tout en haut de la gamme dont on a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait sa particularité ? Alors Probus, d'abord ce sont les trivets et vignes du domaine qui sont isolés, qui sont vinifiés séparément et élevés en fût neuf. C'est 2 ans d'élevage. Donc ça doit être le grand cru de la maison. Alors, bien sûr, il y a le black wine derrière, c'est la cuvée d'exception, mais Probus, c'est le grand vin, c'est la grande cuvée. Et puis, ça fait depuis 1976 qu'il est produit, donc il commence à faire son chemin, il est apprécié par la clientèle. Et la force de Probus, c'est que c'est de la dentelle, quoi. C'est à la fois puissant, riche, tout est fondu, il n'y a rien qui dépasse dans ce vin, c'est tout en équilibre. Voilà, c'est un très beau produit qui peut se boire jeune, parce que les grands vins, pour moi, c'est ça, c'est des vins qu'on peut boire et garder. Et on peut également le garder 30 ans sans problème. Alors, si parfois le bouchon est abîmé, ne tient pas le choc, on débouche, on refait les niveaux s'il manque un peu de vin et on remet en circulation. Merci Jean-Luc. Je propose maintenant qu'on aille rejoindre Juliette dans les vignes pour parler un petit peu viticulture et puis pour rencontrer la nouvelle génération. Avec plaisir. Vous allez voir, elle est très forte, très technique et très passionnée. Allez, en route. Alors, on se retrouve maintenant dans les vignes, juste derrière le domaine, sur la balancelle de la grand-mère, avec Juliette. Bonjour Juliette. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, même si ton père a déjà fait une petite introduction à ton sujet ? Bien sûr. Alors moi, je suis Juliette Baldès, vigneronne de la 7e génération du Clos Trigodina. Pourquoi est-ce que tu as décidé de revenir au domaine ? En fait, c'est parce que c'est ma passion. Faire du vin, travailler dans les vignes, vendre du vin, en parler. C'est vraiment un métier de passion. Alors, il va souvent dire que j'ai peut-être hésité à revenir parce que je suis partie longtemps à l'étranger, faire différentes expériences. Mais en fait, tout ça, c'était pour construire mon parcours, revenir pleine d'expériences, de nouvelles idées et de ressources au domaine. Donc, c'est la finalité, en fait. C'est un peu un accomplissement. Continuer ce que mes parents et ancêtres ont pu faire, c'est une fierté. Est-ce que tu peux nous dire un peu où tu as navigué avant d'arriver ici ? Oui, bien sûr. Alors, je suis allée 2 fois en Argentine pour voir un petit peu le Malbec de l'autre côté du monde. Je suis allée aussi en Italie, parce que c'était un de mes rêves de faire des vinifs en Italie. Je suis allée dans un tout petit domaine, hyper familial. On a super bien connecté avec les propriétaires. Je me retrouvais un peu dans l'ambiance familiale qu'il pouvait y avoir là-bas. Après, je suis allée en Nouvelle-Zélande aussi, pendant le Covid. J'étais bloquée là-bas. Et avant ça, je suis allée aussi au Canada, mais là, c'était plus une expérience commerciale. Qu'est-ce que tu as appris sur le Malbec en Argentine ? J'ai appris qu'à Cahors, on est tout petit, que c'est vraiment là-bas qu'on peut parler de Malbec parce que c'est des hectares et des hectares. C'est pas du tout le même Malbec que chez nous, parce que c'est pas les mêmes terroirs, beaucoup plus en altitude, des différences de température qui sont beaucoup plus élevées entre le jour et la nuit. Pas du tout les mêmes terroirs, mais bon, ça m'a appris qu'on pouvait être hyper varié, créatif avec le Malbec, parce que là-bas ils n'ont pas de limite. Il n'y a pas les mêmes chartres et les mêmes cahiers des charges d'appellation comme on peut avoir chez nous. Donc ils sont un peu plus libres de faire ce qu'ils veulent, c'est ça ? Tout à fait, et libres de souvent dire que le Malbec vient de chez eux. Si on tire un peu à gros traits, c'est quoi la différence de style des vins de Cahors et des vins de Malbec en Argentine ?
En fait, sur les Malbec argentins, on est plus sur un équilibre, on va dire, alcool-acidité, beaucoup plus fruité. Alors que nous, sur les Malbec de Cahors, on va être plus sur des arômes tertiaires, retrouver parfois la truffe, des notes de figue, ça va être vraiment tertiaire comparé à l'Argentine. Beaucoup plus concentré, on retrouve beaucoup plus l'expression du terroir aussi, parce qu'on a un terroir qui est hyper varié dans l'appellation. Et souvent, quand je fais des dégustations comparatives, parce que vu que j'ai fait les deux, les importateurs chez qui je peux aller, ils aiment bien qu'on goûte un Malbec argentin et un Malbec de chez nous. Et on retrouve en fait cette expression du sol qu'on n'a pas forcément, je trouve, en Argentine. Alors, tu as évoqué brièvement déjà la diversité qu'on peut trouver dans l'appellation Cahors. Est-ce que tu peux rentrer un petit peu dans le détail et nous expliquer un petit peu les différentes zones et l'influence que ça va avoir sur la vigne et sur les vins, s'il te plaît? Oui, bien sûr. En fait, nous, on a dans notre gamme un produit hyper intéressant pour comprendre la diversité des terroirs qui s'appelle la trilogie. Il a créé ça parce qu'il voulait montrer qu'il n'y avait pas qu'un seul type de Malbec à Cahors. Parce que souvent, les gens ils pensaient Cahors, c'est tel style. Sauf qu'on a une grande diversité de terroirs. Parce qu'en fait, vous avez la rivière Lot. Au bord de la rivière, on a ce qu'on appelle les premières terrasses. Nous, on n'a pas de vignes sur ces terroirs-là. C'est plus des terroirs pour les grandes cultures, on va dire. Après, on monte un tout petit peu. C'est deuxième terrasse. Et là, c'est des sols qui sont argileux avec un sous-sol calcaire. Souvent, c'est un peu moins exposé au soleil que là où on se situe maintenant. On est sur la troisième terrasse. Donc, on était à 110 mètres d'altitude, on va dire, sur la deuxième terrasse. Troisième terrasse, on est à 130 mètres. Et là, c'est sol argilo-calcaire, mais recouvert de galets roulés. D'ailleurs, on est juste devant la parcelle des galets. Et donc, c'est marrant parce qu'en fait, d'un côté de la route, il n'y a pas de galets. De l'autre, c'est recouvert de galets. Et après, on a en fait d'autres strates. Quatrième et cinquième terrasse, en fait, c'est les éboulis. Donc, nous, on n'a pas de vigne. Et ensuite, on a le plateau. Et là, c'est le plateau de calcaire. Donc là, c'est full calcaire, recouvert de juste 30 cm d'argile. Et c'est de l'argile qui est rouge parce qu'en fait, il y a beaucoup de fer. Et donc, nous, c'est ce qu'on appelle notre quatrième terrasse. Mais en réalité, quand on regarde la vraie hiérarchisation faite par l'appellation, c'est plutôt les sixième ou septième terrasses. Dans tes expériences passées à l'étranger, est-ce qu'il y a des personnalités qui t'ont marqué particulièrement et dont tu pourrais nous parler? Je peux parler de Léa, justement, dont je parlais du domaine où j'ai travaillé en Italie. Elle m'a beaucoup marquée parce qu'en fait, c'était une jeune maman qui avait une petite fille de 1 an et une petite fille de 3 ans. Et elle était impressionnante parce qu'elle arrivait à tout faire. Vinifier, on était en pleine vendange, il fallait s'occuper des enfants, faire à manger, vinifier. Et ça m'a un peu donné foi en me disant, on peut être vigneronne, mais aussi avoir une vie hyper active à côté. Parce que moi, sur les dernières années, en fait, j'ai fait que des vinifs 2 fois par an. Donc ma vie, elle était rythmée par ça. Et elle était impressionnante parce qu'elle arrivait à avoir une joie de vivre, une gaieté, qu'elle pouvait avoir les enfants qui pleuraient d'un côté, le raisin qui arrivait de l'autre, elle arrivait à tout gérer. Et après, autre personne, en Argentine, l'œnologue de la cave où je travaillais, il s'appelle Rodrigo. Lui, il m'a beaucoup inspirée parce qu'en fait, il m'a fait confiance tout de suite. Alors qu'il ne me connaissait pas, j'avais un espagnol qui était très moyen. Et il m'a en fait motivée à essayer de mettre en place mes propres micro-vinifications, mes propres expérimentations. Et toujours, il essayait de me pousser pour m'aider à faire plus et à tirer le meilleur de moi-même. Donc voilà, je peux le remercier. Alors, au-delà du fait que ici c'est chez toi, qu'est-ce qui te plaît dans l'appellation et dans la région là? C'est qu'on fait des bons vins. C'est chez moi, donc forcément, quand je viens là, il y a une saveur particulière. Enfin, je rentre à la maison, j'ai visité plein d'endroits dans le monde, mais quand on arrive ici, le paysage, il est vallonné, il est magnifique. On a des beaux terroirs, on voit les strates sur les différentes parcelles, sur les sols. C'est pas un paysage monotone, en fait. Parce qu'il y a les vignes, les arbres, on a des oliviers par endroits, c'est très joli. Puis après, ce que j'aime beaucoup, c'est que on est toute une nouvelle génération de vignerons et vigneronnes à arriver. Donc ça redynamise l'appellation, je trouve. On est en fait autour de chez moi, là, sur la toute petite commune de Vire-sur-Lot, 4 jeunes à reprendre les domaines de nos familles. Donc on a créé un bar associatif, souvent on se retrouve, on se réunit, on parle de nos projets d'avenir, de comment on a envie de réussir à tirer l'appellation vers le haut. Donc c'est motivant en fait, ça donne des perspectives pour le futur. Tu peux nous donner des noms, s'il te plaît? C'est qui ces jeunes qui s'installent et dans quel domaine?
Il y a Jeannette et Sébastien. En fait, c'est des cousins parce que ma grand-mère est née au Clos La Coutale et elle a épousé par la suite mon grand-père qui était de la famille Baldès. Donc eux, ils sont en train de reprendre le domaine de Clos La Coutale. Je les vois au moins une fois par semaine. Après, il y a juste en bas de chez nous, il y a Jules Vérag du Château du Cèdre. Donc pareil, il est en train de reprendre. On a à peu près le même âge. Il a 2 ans de plus que moi. Qui est un domaine, le Château du Cèdre, qui est un domaine un peu mythique ici, ou en tout cas qui est souvent dans la presse et dont on parle beaucoup. Oui, en fait, souvent on a les mêmes clients. Les gens, quand ils viennent chez lui, ils viennent chez nous. Mais c'est cool parce que c'est pas de la concurrence, c'est créer un pôle d'attractivité. Un peu faire. L'idéal, ça serait un jour d'arriver à créer une route des vins, que les gens ils viennent pas que pour nous visiter, mais aussi pour visiter chez lui. Et après, encore par exemple, il n'y a pas sur la même commune, mais Mathilde Fournier du Château Mon-Plaisir, qui reprend aussi le domaine. Ton père nous a dit que c'était toi l'avenir du domaine. Qu'est-ce que tu as envie de faire ici ? Alors déjà, faire ma place, parce que passer après 2 parents dévoués par leur métier, passionnés par leur métier et dévoués, et qui ont fait des très très grandes choses, c'est pas toujours facile. C'est hyper motivant, parce que j'ai envie d'arriver à faire aussi bien que ce qu'ils ont fait. Donc pour le moment, j'essaye de créer ma place dans le domaine, connaître tous nos terroirs, nos vignes, nos parcelles, parce qu'on a un parcelle. En fait, on a 75 hectares, mais 94 parcelles différentes. Et elles ont toutes une typologie particulière. Donc, faire ma propre place. Et ensuite, j'ai des idées de cuvées que j'aimerais bien faire, mais ça, c'est pas encore prêt à être présenté. Après, il y a des projets de no-tourisme, notamment là autour de la maison de ma grand-mère, il y a plein de bâtiments que tu peux voir, ils sont un peu anciens. On pourrait les réaménager ça pour faire des chambres d'hôtes, avoir en fait un accueil qui soit encore plus poussé que ce qu'on a maintenant. Parce que les gens, ils font quand même de la route pour venir jusqu'à chez nous. Donc quand ils viennent, c'est bien si on peut les loger, faire une expérience Clos-Trégodina à part entière. Après, j'ai des projets aussi de plantation de cépages sur des blancs. J'aimerais bien pouvoir planter de la roussanne, de la marsanne. Voilà, plein de choses. Ton père a mentionné plusieurs fois le changement climatique en disant que ça a eu un côté positif pour l'appellation quand même, avec des maturités plus abouties plus facilement. Est-ce que il y a un côté du changement climatique, vu que toi tu as 25 ans aujourd'hui, donc tu as l'avenir devant toi, est-ce qu'il y a une partie de ce phénomène-là qui t'inquiète ? Bah oui, quand je vois qu'on gèle, ça peut être inquiétant. Parce que, par exemple, cette année, beaucoup de vignerons de Cahors ont énormément gelé. Donc, ils ne vont pas pouvoir récolter. Donc, ce qui est un peu compliqué, c'est que ça peut se répéter sur plusieurs années d'affilée. Donc, il ne faudrait pas qu'on ait un dérèglement climatique qui s'accentue. Parce qu'effectivement, le réchauffement climatique, en fait, c'est pas mal pour nous parce qu'on a des meilleures maturités. Mais c'est le dérèglement climatique qui peut être problématique. Avec, en fait, une floraison qui est de plus en plus tôt, puis des vagues de froid sur avril, voire début mai. Ça, c'est un peu inquiétant. Mais bon, après nous, on a la chance quand même d'être un peu sur une croupe. Donc la plupart de nos parcelles, elles sont quand même en dehors des chemins de froid. Donc on n'a pas trop gelé en fait sur les vignes autour du domaine. Il va falloir réfléchir à où replanter les parcelles de deuxième terrasse qui gèlent tous les ans. Peut-être qu'en fait, c'est pas des terroirs faits pour de la vigne et plutôt planter sur le plateau. Voilà, il faut se poser les bonnes questions. C'est challengeant en fait. Est-ce qu'on peut profiter qu'on est là pour aller dans les vignes ? Parce que je voudrais que tu nous expliques quelque chose en détail. Vous pratiquez un effeuillage assez rigoureux. Et j'aimerais comprendre comment ça marche. Quand est-ce que vous effeuillez ? Quel est l'objectif ? Voilà, pourquoi vous faites ça et comment ? Alors en fait, on fait plusieurs passages pour l'effeuillage. Donc on fait un premier passage dans la saison, quand les raisins ils commencent à grossir, du côté du soleil levant. Donc on le fait en parasol. Donc on va venir en fait couper retirer les feuilles qui sont devant les raisins et garder en fait une protection en parasol au-dessus des raisins. Parce que comme ça va éviter d'avoir les rayons du soleil du milieu de la journée, de midi, qui peuvent être en fait trop puissants.
et qui peuvent griller la vendange. Ça peut être problématique. Donc on fait un premier passage côté soleil levant. Et après on fait un deuxième passage plus proche de la vendange. Donc là ils sont passés hier et ce matin sur la parcelle des galets justement pour faire de l'autre côté. Donc sur les rayons de soleil qui sont plus forts de l'après-midi et de la fin de journée. Parce que là on craint plus grand chose, il y a les vendanges qui s'approchent. On veut juste continuer de gagner en degrés et avoir des maturités qui soient plus abouties. Donc on veut du soleil. Donc là, on va pas avoir de risque de grillure. Souvent, dans les domaines, on se repose un peu en août et en septembre avant les vendanges. Vous, c'est pas trop le cas? Non, on se repose pas trop. Moi, j'ai pris 5 jours de vacances, mais il n'y a pas trop de temps de pause. On a du monde qui est là en continu et on fait se relayer les gens. Et puis en août aussi, nous, on reçoit tous les touristes, hein, donc on ne peut pas fermer. Donc il y a le travail à la vigne, on a du travail au chai parce qu'on fait des élevages qui sont assez longs. Donc en août, en fait, on doit faire de la place dans tout le chai inox pour pouvoir accueillir les vins de la vendange suivante en septembre. Donc il y a un gros travail qui se fait, on fait tous les assemblages, on fait beaucoup de dégustations. Il y a le travail des feuillages à la vigne, on vient faire des vendanges vertes aussi. Donc même si sur certaines parcelles on n'a pas trop de récoltes, ça ne veut pas dire qu'on va vouloir surcharger la vigne sur d'autres parcelles. Donc on va venir faire des vendanges vertes, donc couper une partie des raisins pour garder que les meilleurs fruits. Et ça on le fait notamment sur toutes nos belles parcelles, Probus, sur les trilogies, pour avoir que le meilleur fruit et avoir une jolie concentration. Comment ça s'est passé la saison 2024 là? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le millésime qui sera bientôt dans les cuves? Intense, parce qu'on a eu une forte pluviométrie, mais on était prêts, donc on a su gérer ça comme il faut. Et donc on a gelé, donc il y a pas mal de parcelles, on va pas pouvoir faire nos entrées de gamme, mais ce qui est cool, c'est que toutes nos plus belles terrasses, tous nos plus beaux terroirs, ils sont préservés, donc on va pouvoir faire toutes nos belles cuvées. Et là, depuis une semaine, on a des jolies journées, donc ça permet de profiler doucement les maturités. Il faut espérer que ça tienne, on verra. Ouais, aujourd'hui, on a de la chance là. Le soleil est totalement dégagé. Ce matin, il faisait un tout petit peu frais, mais ça annonce des températures au-dessus de 25 degrés pour cet après-midi. Ça doit faire du bien et ça doit rassurer. Ouais, c'est cool. En fait, aujourd'hui, c'est un temps de vendange parfait. Parce qu'on a vendangé la nuit, il faisait 11-12 degrés. Et la journée, il fait 25 à 27 degrés. Donc sur les rouges, on peut profiler les maturités. Et sur les blancs, on a pu vendanger à la fraîcheur. Donc vraiment, c'est top. Je voudrais parler de Probus un petit peu. Tu as parlé de belles parcelles là. Probus, ton père nous a expliqué le nom de pourquoi est-ce que ça s'appelait Probus. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail, nous parler du terroir et du style de vin que ça va donner? En fait, Probus, dès la vendange, quand on encuve les raisins et qu'on goûte les premiers jus, on se dit « Ah, ça c'est Probus », on reconnaît. Je sais pas expliquer, mais en fait, cette parcelle, elle a quelque chose de particulier. Et en fait, c'est notre parcelle de plus vieille vigne qui a 120 ans. Donc ça a été planté par mon arrière-grand-père, juste après le phylloxéra. Donc il y a quelque chose de particulier, les souches, elles sont magnifiques. Je sais pas si tu as été les voir. Non, pas encore, mais on peut y aller si tu veux, avec plaisir. Oui. Alors, petite pause. Parce que c'est difficile de parler en marchant, mais on se dirige vers la parcelle dont les raisins iront dans la cuvée Probus. Et on reprend la discussion une fois qu'on sera arrivé sur place. Ça y est, on vient d'arriver dans la parcelle qui donnera Probus. On est accompagné par Nelson le chien qui vient de nous rejoindre. Alors, avec ton père, avant de discuter avec toi, là, on est monté un petit peu sur les terrasses les plus hautes. J'ai pris quelques photos et il y a un sol. Alors, il y a de la terre, il y a un peu d'argile, mais il y a beaucoup de cailloux calcaires. Ouais. C'est pas le cas ici, là. Ah ouais, non, ici, ça n'a rien à voir. Parce que là, en fait, c'est argile et le calcaire est beaucoup plus profondément dans le sol. Donc, c'est vraiment pas du tout pareil. Et il y a un peu de silice aussi.
Donc incomparable avec les terroirs qui sont sur le plateau. Mais là, ce qui donne vraiment la particularité de cette parcelle, c'est le fait que ça soit des vieilles vignes. Parce que c'est des vignes en fait qui sont plus que centenaires, elles ont 120 ans. Et tu le vois, regarde ces souches qui sont énormes et tortueuses. On se dit comment la sève elle fait pour passer encore. Mais elles produisent encore, hein, parce que là tu vois bien, il y a un très joli rendement, des jolies grappes. Pour comparer avec là-haut sur le plateau, je sais pas si tu as remarqué, les baies elles étaient beaucoup plus petites. Là on a des raisins qui sont plus gros, les grappes elles sont un peu plus lâches. C'est très joli. Oui, c'est vrai que effectivement, les cèpes sont énormes. J'en ai rarement vu d'aussi gros. Et il y a quand même un rendement assez généreux. Les grappes sont belles, il y a des raisins relativement volumineux. Et ce qui est assez impressionnant, quand même, je dois dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de manquants dans la parcelle. Il y en a un peu, évidemment, mais il y en a quand même pas énormément. Donc il y a une proportion de vieilles vignes, là, de très vieilles vignes, comme tu dis, qui est très importante. Ah oui, c'est clair, parce qu'en fait, on essaye de, comme sur toutes les parcelles, hein, d'avoir un travail qui soit méticuleux et rigoureux. Forcément, ça arrive parfois de accrocher un plan, mais bon, sur cette parcelle, tout le monde sait que c'est les vieilles vignes. Donc tout le monde essaye d'avoir une attention particulière, de ne pas venir les brusquer. Donc effectivement, on a un âge moyen qui reste quand même assez élevé. Après, dès qu'on a un manquant, on change et on plante. Nous, on fait beaucoup de complantation. Ça coûte cher, c'est beaucoup d'énergie et de temps, parce que quand on plante, après, il faut l'arroser l'année suivante. Et on peut espérer une production à partir de 3 ans, mais qualitative, il faut attendre une dizaine d'années. Mais donc, on est très axé sur la complantation. Parce qu'on préfère, en fait, préserver un vignoble, une parcelle, plutôt que de l'arracher et de la replanter. Donc, on essaye de l'entretenir. Comment ça se passe pour Probus en cave après ? Pour Probus en cave, alors on en cuve. Nous, en fait, on dit souvent que le vin, il vient du raisin. Donc, si on a un beau raisin qui est qualitatif, après, on n'a pas grand-chose à faire en vinif. Donc, on en cuve, on lance la fermentation. Et après, on a un programme de remontage et d'extraction qui varie selon le millésime. Nous, on marche beaucoup à la dégustation. Donc, on goûte tous les jours pour voir qu'est-ce que ça mérite. Est-ce qu'on fait un montage ouvert ? Est-ce que là, on fait un pigeage ? Est-ce qu'on va essayer d'extraire un peu plus ? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent arriver ? Donc, il n'y a rien qui est fixé. C'est aléatoire selon les années. Et on cherche la concentration aussi. Et on a un encuvage du coup qui est entre 3 semaines et demie, 1 mois, on va dire, sur Probus. Puis après, on a un élevage qui est de 12 mois. En barrique, avec 2 tiers de barrique neuve et 1 tiers de barrique de 1,20. Tu as parlé des vendanges, on est sur un domaine de 75 hectares, c'est un gros boulot, enfin c'est un gros boulot toute l'année à chaque étape, mais les vendanges c'est un sacré défi. Comment vous faites pour les vendanges là ? On s'adapte à la météo, au climat. Par exemple, l'année dernière, en 2023, on a eu une très très belle arrière-saison. Du coup, on n'était pas pressé par la météo, mais il faisait très chaud la journée. Donc, on vendangeait que la nuit, de 23h à 7-8h du matin. Donc, ça tourne. La nuit, il y a les équipes de vendange, donc, qui partent avec la machine, les tracteurs. Et la journée, ça relaye au chai. Donc, c'est une organisation, en fait. Il faut savoir être flexible, réactif, avoir les personnes en face. Cette année, on est un peu moins nombreux, mais on a des personnes qui sont solides et motivées. Du coup, c'est cool. On va passer des bonnes vendanges, je pense. Qu'est-ce qui guide le choix de la machine à vendanger plutôt que de faire à la main ? Et inversement d'ailleurs. C'est quoi la motivation première ? Qu'est-ce qui vous fait choisir entre la machine ou les vendanges manuelles ? Alors en fait, déjà, si on voulait vendanger 75 hectares à la même vitesse à la main, à la même vitesse que ce qu'on fait à la machine, il faudrait une équipe de 100 vendangeurs. Donc trouver 100 vendangeurs dans le Lot, c'est compliqué maintenant. Parce qu'en fait, nous, on n'a quasiment qu'un seul cépage, le Malbec. Donc quasiment toutes les vignes sont mûres dans une intervalle assez courte. Donc il faut savoir être efficace et réactif. Donc la machine, en fait, elle nous permet de vendanger vraiment au plus proche de la maturité et se dire, là par exemple, si demain on les vendanger la parcelle des galets, on dit ok, demain on vendange. Et en fait, le matin même, il y a eu un peu de rosée, c'est pas le moment idéal.
Mais c'est pas grave, la machine, on la range et on décale les vendanges au lendemain matin. Alors qu'avec une équipe de vendangeurs, si on leur dit « Ah ben non, il faut tous rentrer chez vous », je pense qu'ils sont pas contents. Et en plus, on a le tri qui est intégré sur la machine. Donc maintenant, c'est plus les machines à vendanger de l'époque qui balancent dans tous les sens la vigne. Là, on peut régler la vitesse de battement, on peut régler le pincement. Donc ça va faire tomber en fait que les grains qui sont mûrs. Ça va pas faire tomber les raisins secs, ça va pas faire tomber les verjus. Donc c'est quand même assez idéal. Et en plus, surtout, on peut vendanger la nuit. Donc vendanger à la fraîcheur, c'est idéal. Bon, merci Juliette pour ce petit tour d'horizon de la vigne. Maintenant, on va se rediriger vers les bâtiments et je vais partir à la rencontre de Sabine, avec qui on va parler notamment de 2 sujets importants. Le no-tourisme, puisque le domaine s'est lancé avec ambition là-dedans, et puis surtout de la démarche vigneron engagé. Alors, on vient de quitter les vignes et on a laissé Juliette faire une petite sieste, si j'ai bien compris, puisque la nuit de vendange a été longue. Et je me retrouve ici avec sa maman et la femme de Jean-Luc, Sabine. Bonjour Sabine. Bonjour à vous. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, s'il vous plaît ? Donc, je suis Sabine Baldès. Avec mon mari, on représente la 6e génération. Et alors, précision importante, je suis bourguignonne. La Bourgogne, c'est quelque chose qui nous inspire et j'aime bien mettre des petites touches de Bourgogne un peu partout, ici au domaine et dans nos discours. Donc, je suis née à Beaune, capitale des vins de Bourgogne. Et même, je dois préciser, ma maman, elle a accouché à l'Hôtel-Dieu, aux Hospices de Beaune. C'était la dernière année où la maternité fonctionnait. J'ai toujours sur moi, mais je ne l'ai pas à l'instant, un bracelet avec les toits de l'Hôtel-Dieu. Voilà. Et la Bourgogne, c'est important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est ce qui nous a rapprochés, mon mari et moi. Donc, je peux commencer en me présentant à parler de notre histoire d'amour. Parce que l'amour, c'est la passion, et la passion, c'est ce qui gouverne en fait notre métier. On ne peut pas être vigneron ou vigneronne sans être passionné. Et c'est un fil conducteur qui nous a rapprochés, mon mari et moi. Alors, je suis arrivée ici dans le Lot en 1996. Je ne connaissais personne. Étant purement et strictement bourguignonne, chez moi, on buvait que du Bourgogne. Imaginez, on n'allait pas acheter des vins. Donc, j'ignorais l'existence, parce que je viens aussi d'une famille qui est dans le vin, j'ignorais l'existence des vins de Cahors. Je ne savais pas que le vin de Cahors existait quand je suis arrivée ici en 1996 dans le Lot. Initialement, dans le cadre d'une démarche professionnelle, je construisais mon parcours professionnel. J'avais déjà eu une expérience. Je voulais changer de département. Donc j'ai postulé ici, j'ai été recrutée comme chef de projet et je travaillais pour les élus. Et donc quand je suis arrivée, parce que je suis juriste de formation, dans le Lot en 1996, je découvre en sortant du train, où vous êtes arrivé par le train de Montauban, moi par la gare de Cahors, je sors et à l'époque je vois en sortant de la gare Maison du vin de Cahors. Je dis pas possible, mais ils font du vin ici. Et alors, étant beaunoise, je cherche les vignes, je cherche une identité viticole, je cherche des caves à vin, des cavistes, des bars à vin, je cherche quelque chose qui rappelle, qui pourrait laisser penser ici que c'était une région de vin. Je vois rien, pas d'identité viticole. Et j'y vais jusqu'à la préfecture, l'hôtel de la préfecture, près de Cahors, où se tenait l'entretien de recrutement. Et quand je monte ce grand escalier de pierre, magnifique, je vois sur les murs des grandes fresques qui mettaient en avant des scènes de vendange. Ces fresques étaient peintes par un artiste très localement, mondialement connu, le peintre Henri Martin, que je ne connaissais pas, et elle présentait des magnifiques scènes de vendange. Et je me dis, mais quand même, dans ce pays, ils doivent faire du vin quand même, parce que voilà, 2 éléments, même si j'en vois pas ailleurs. Bref, se passe l'entretien de recrutement, on avait tous le même profil, on était tous jeunes, les mêmes niveaux d'études, les mêmes expériences, et je comprends que les gens en face, il y avait un grand jury, ils étaient intrigués par mon profil bourguignon, en fait, et ils se demandaient pourquoi je quittais le conseil général du Lot, à l'époque, on disait conseil général de la Côte d'Or, pour rejoindre celui du Lot, dont le budget était 30 fois inférieur à celui de la Côte d'Or. Et en fait, ils étaient intéressés par mon profil bourguignon. Et finalement, comme je comprenais pas trop ce qu'ils me disaient à cause de leur accent, je comprenais que leur fin de phrase, c'était des vieux messieurs, on n'a parlé que de vin. Et c'est pour ça que j'ai été recrutée.
Bref, j'arrive donc en 1996 dans ce territoire qu'on appelait la vallée du Lot et du Vignoble. Je reste 1 an, je fais le job. Bon, tout le monde est satisfait. Je me dis, je postule ailleurs. J'étais jeune, je postule ailleurs. Mais avant de partir, je veux organiser un voyage d'études pour les élus et les vignerons de ce pays, pour leur montrer à quoi ressemble un vrai pays de vin, la Bourgogne. Donc un bus est constitué, des gens s'inscrivent. Je ne connais pas les gens qui sont dans ce bus. Je suis à Beaune, un jour avant l'arrivée du bus. Je finalise tout, je prépare tout. Le bus arrive, je suis au pied du bus. Bon, il faut dire que ce jour-là, petit détail croustillant, je ne sais pas pourquoi, j'avais à peu près l'âge de ma fille, j'avais mis une mini jupe extrêmement courte en fausse fourrure de panthère. J'attends au pied du bus à Beaune, tout près de l'Hôtel-Dieu. Les gens descendent du bus et parmi ces gens, il y a un homme qui descend. On se regarde au pied du bus, coup de foudre. C'était Jean-Luc, voilà. Et on est tombé amoureux immédiatement. Et alors que je devais partir, quitter le Lot, puisque j'avais déjà un autre emploi ailleurs qui m'était proposé, je suis restée pour lui. Et ce qui est intéressant, pourquoi la Bourgogne nous rapproche, c'est que lui, il a fait ses études à Beaune, en Bourgogne, bien avant de me connaître, puisqu'on a une petite différence d'âge. Et en fait, voilà. Et à 2 pas de chez mes parents. Donc c'est vraiment la Bourgogne qui nous a rassemblés. C'est pour ça qu'il m'est agréable de rappeler ce lien que nous avons entre nous, à savoir la Bourgogne, et autrement dit la passion du vin. Et vous l'avez peut-être remarqué, c'est quelque chose, c'est vraiment un fil conducteur dès qu'on arrive. Et ça me fera également aussi une passerelle avec la fonction énotourisme. Dès qu'on arrive, vous voyez, quand on est là sur notre parvis devant le pavillon des vins, on a 3 exemples qu'on a mis en présentation de manière schématique, pédagogique. 3 exemples de terroirs. Et j'ai fait noter sur la stèle vin de terroir. Parce que ce qui nous intéresse ici sont les terroirs. Un peu comme les climats de Bourgogne. Alors, j'ai même pas besoin de faire de transition, vous vous en occupez. Mais quand même, avant ça, est-ce que vous pouvez essayer d'imiter l'accent des vieux monsieur du Lot, là, comme que vous avez rencontré à l'époque? Ah oui, alors ça c'est... Vin. Alors il y en a un, je croyais qu'il était boucher. Non, c'était le président du département. Bon, revenons à l'œnotourisme. C'est un axe de développement essentiel maintenant. Qu'est-ce qui drive ça? Est-ce que c'est une nécessité économique? Ah oui, c'est une nécessité économique, ça l'était, et ça se prouve tous les jours ici, puisque depuis qu'on a créé notre pavillon des vins et qu'on a choisi cet axe hyper stratégique, à savoir l'énotourisme, on a très fortement renforcé l'attractivité de notre domaine. Dans un premier temps, donc tout à l'heure j'expliquais que j'avais travaillé pour les élus, je l'ai fait jusqu'en 2014, et puis en 2014 j'ai décidé d'arrêter et je me suis investie complètement à 100% au Clos Trigudinin ici, mais j'avais déjà un pied bien implanté ici, étant présente à côté de Jean-Luc Baldès, forcément depuis toujours, dès que j'étais avec lui, je me suis intéressée à la propriété familiale. Mais à partir de 2014, je me suis consacrée complètement, j'ai quitté mon boulot principal et je me suis consacrée pleinement au Clos Trigudinin. Et en 2014, j'ai dit à mon mari, bon, maintenant, il faut qu'on passe à la vitesse supérieure en termes d'accueil de notre clientèle. Nous recevions déjà beaucoup de monde, mais on n'avait pas les conditions idéales. On n'était pas à la hauteur des efforts fournis par les gens qui viennent jusque chez nous. Vous avez bien vu, on est loin de tout. On est assez enclavé, d'où cet environnement magnifique, très préservé. C'est beau ici. C'est un beau cadre de vie. Donc les gens font des efforts pour venir chez nous et c'était manifeste que, ok, on avait un accueil sympathique, un peu traditionnel, mais on n'était pas à la hauteur. Moi, ça ne me convenait pas, Jean-Luc non plus. Étant donc bourguignonne, j'étais sensibilisée à cette notion d'accueil, des infrastructures dédiées à l'accueil. On en trouve en Bourgogne, mais aussi en Champagne, en Alsace, en Pays de la Loire, dans plein de régions en France et dans le monde. Et c'était clair qu'à Cahors, on avait un peu de retard. Il y a un décalage en termes d'infrastructure et no tourisme par rapport à l'image qu'on souhaite donner. Il fallait faire quelque chose pour nous, passer à la vitesse supérieure pour nous, mais aussi pour le territoire. Voilà, changer de niveau. C'est ce qu'on a voulu faire et en même temps améliorer nos conditions de travail, tout simplement pour nous aussi. Voilà. Et aujourd'hui, on s'en félicite.
On est très heureux d'avoir investi dans ce pavillon des vins. Donc vous voyez, c'est chouette parce qu'on a rentré une architecture moderne dans notre patrimoine ancien. Ça nous correspond aussi. Et donc ça nous correspond bien parce que c'est notre façon de faire respecter le passé, la tradition, voilà, et puis se projeter sur l'avenir, mais sans oublier d'où on vient. D'où voilà cette architecture axée sur le noir, puisque vous êtes dans le pays du vin noir, et qui est moderne, mais qui est aussi qui se complète bien avec le reste du domaine. Alors moderne, si je peux préciser, c'est aussi c'est en grande partie grâce aux matériaux qui sont utilisés, avec beaucoup de métal, de verre. C'est sobre, épuré. Ce qu'on recherche aussi, c'est l'élégance. On n'est pas trop dans les sbroufs. Je redis nous sommes des gens passionnés, mais on n'est pas hyper démonstratif. Vous le retrouverez sur le profil de nos vins. On ne fait pas des vins bodybuildés, super puissants, qui vont impressionner au nez et puis plus rien en bouche. Nous, ce qu'on recherche, c'est toujours l'équilibre. La puissance, ça n'empêche pas l'élégance. Ça, c'est souvent la devise que je ressors au sujet de notre cuvée Probus Vieille Vigne. Et là, vous le voyez dans cette construction. Et puis, face à notre pavillon des vins, là, on est assis, on a construit ce carport, en fait, mais je le voulais comme un cadre, parce que le paysage, c'est un tableau, c'est magnifique. Et je veux que quand les gens se garent, tout de suite, leur regard se porte immédiatement sur cette proximité de nos vignes. On a la chance d'avoir nos vignes juste à côté, puisque en fait, le point de départ essentiel, l'enjeu prioritaire, c'est ce qui se passe dans la vigne, dans nos terroirs. D'où la stèle qui est là à l'entrée, et je redis, qui mentionne donc le nom Baldès, bien sûr, pour que les gens comprennent. Voilà, on les pose ici dans un cadre d'histoire, l'histoire de la famille Baldès depuis 1830. Vous vous rendez compte, dans 6 ans, nos enfants, puisqu'il y a Juliette, puis Jean n'écarte pas l'idée de revenir sur le domaine, son petit frère qui a 18 ans. Donc nos enfants, dans 6 ans, ils vont fêter les 200 ans du domaine. Donc j'explique d'emblée aux gens, vous êtes là dans un cadre d'histoire, l'histoire de la famille Baldès, dans un des domaines les plus anciens de l'appellation Cahors, qui justifie d'une continuité familiale dans la même famille. Depuis 1830, il y a la coquille Saint-Jacques, pour faire le lien avec le nom du domaine. On vous l'a dit ça, Clotrigedina, ce que ça signifie ou pas? Alors moi je sais, mais les auditeurs et les auditrices ne savent pas, donc c'est le bon moment d'en parler. Oui, voilà, ça c'est le deuxième pan de l'histoire de ce domaine. Donc la première, celle des Baldès. L'autre histoire, c'est celle des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. Donc on dit que, c'est une version locale, ils empruntaient ici une déviation, parce que le chemin de Saint-Jacques ne passe pas officiellement ici. Et en arrivant dans le quartier, il disait en occitan « Me trigo dedina ». Il me tarde de dîner. Voilà. Il y a beaucoup de lieux-dits en Occitanie qui portent ce nom-là, plus ou moins avec cette orthographe. Me trigo dedina, il me tarde de dîner, ça veut dire que ce sont des endroits en fait, où on se restaurait. Voilà. Donc quand on arrive, on voit la stèle, Baldès, Clotrigedina, voilà, on explique tout ça, la coquille Saint-Jacques, l'importance de la famille. Et puis après, en dessous, il y a écrit vin de terroir. Je viens de le dire. L'enjeu le plus important, c'est ce qui se passe dans la vigne et dans les terroirs. Et là, je pose bien les choses. Ici, on n'a pas écrit vin de cépage. On n'a pas écrit Malbec, en gros. On a écrit vin de terroir. D'où la présentation des 3 terroirs, les 3 principaux. Mais en fait, on a une très belle diversité de terroirs dans nos vignes. Et ce qu'on recherche, c'est comment on va travailler les profils de nos vins à partir de nos différents terroirs. On a des possibilités très vastes d'expressions différentes grâce à la magie de nos terroirs. Moi, je suis là depuis 1996, je l'ai dit, j'ai toujours entendu parler du projet de hiérarchisation de l'appellation Cahors, de classification. Il n'y a pas de premier cru, de grand cru ou premier grand cru. Si vous achetez un Cahors, hélas, à moins de 3 €, mais là, je ne vous parle plus, parce que ça, c'est la mort de l'appellation, ou un Cahors à plus de 100 €, dans tous les cas, vous achetez un Cahors appellation d'origine contrôlée, protégée, comme vous voulez, mais un Cahors générique. Il n'y a pas de hiérarchisation. Il y a ce projet qui a été lancé, qui est très bien fait avec une analyse géologique magnifique dans toute l'appellation Cahors, mais qui n'aboutit pas, pour diverses raisons. Alors avec mon mari, on a décidé de créer nos propres crus,
à la bourguignonne. Donc à partir de 2007, on a vraiment eu l'envie encore plus marquée de mettre en avant notre approche parcellaire. Voilà. D'où l'idée de sélection parcellaire et de travailler sur des formats de bouteilles à la bourguignonne et d'organisation d'étiquettes comme si on avait des crus. Voilà. Donc quand on reçoit nos amis visiteurs, qui peuvent être français ou étrangers, on reçoit un peu plus de 3000 personnes par an ici, on pose tout ça sous cet abri de voiture, là, face à nos vignes, face à la belle façade moderne du pavillon des vins. On raconte tout ça. La famille, les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, les terroirs. Voilà. Et je leur dis aux gens, vous savez, c'est vraiment important ça, parce que vous êtes dans le pays du Malbec, et vous allez entendre parler tout le temps du Malbec, c'est le roi. Mais ce n'est pas le Malbec en lui-même qui est intéressant. C'est le profil qu'on va lui donner à travers nos terroirs. Quand on achète une bouteille de Clos Vougeot, il n'y a pas écrit Pinot, en gros, sur l'étiquette. On est d'accord. Voilà. Ici, c'est pareil. Alors sans transition, je change de sujet parce qu'il y a quelque chose à célébrer qui est arrivé vendredi dernier, qui est la certification vigneron engagé. Donc le domaine est maintenant certifié vigneron engagé. Est-ce que vous pouvez déjà commencer par nous expliquer ce que c'est vigneron engagé ? C'est pas tout à fait sans transition, puisque vigneron engagé, même si nous étions en conversion, on en parlait déjà beaucoup dans le cadre de l'activité œnotourisme. Puisque quand nous sommes dans nos vignes, on explique notre façon de travailler. Et alors, à quoi ça sert et pourquoi il faut être vigneron engagé ? D'abord parce que ça correspond à nos convictions profondes. Il faut savoir que Vigneron engagé, c'est un label qui est en train de monter en puissance, qui est porté depuis quand même déjà une bonne dizaine d'années, principalement par des caves coopératives. Plus récemment, il y a des domaines comme les nôtres, caves particulières, qui ont décidé de rentrer dans cette démarche. Alors, en termes de développement durable, le label Vigneron engagé, c'est le seul label qui s'appuie sur les 3 fondamentaux du développement durable. L'environnement, bien sûr, mais l'économie et aussi le social, avec un très fort volet RSE. C'est ce qui nous a attirés dans ce label, d'être capable de montrer nos engagements du pied de la vigne jusqu'au verre de vin servi, en passant par le mode de fonctionnement au sein de notre domaine et en étant capable de démontrer nos engagements par rapport à nos propres équipes, mais aussi par rapport aux tierces personnes qu'on appelle les parties prenantes, qui peuvent être les clients, mais aussi les voisins, les institutionnels. C'est vraiment une approche globale, complète, qui correspond à notre manière de faire, sauf qu'on s'en était pas bien rendu compte et qu'en fait, il nous fallait structurer, formaliser tout cela. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu comment ça se passe, la certification, et surtout, concrètement, au domaine, qu'est-ce que vous avez mis en place pour pouvoir valider la certification ? Alors pour cette démarche, on a enclenché des travaux un peu partout avec toutes nos équipes pendant un peu moins d'1 an. Donc c'est assez exceptionnel d'arriver à obtenir le label en moins d'1 an de travail. Normalement, il faut presque 2 ans de travail en amont pour obtenir la labellisation. Donc ça, c'est assez remarquable. La personne qui est venue assurer l'évaluation a été assez impressionnée. Puisque d'habitude, je le redis, ce sont plutôt des caves coopératives qui ont des organigrammes, des équipes assez structurées. C'est pour ça que dans les domaines du style cave particulière, vigneron engagé n'est pas encore trop développé, pas assez en tout cas, parce qu'en fait il faut des moyens humains, pas seulement des moyens financiers. Donc on a mobilisé une équipe, on a eu une jeune alternante qui est restée chez nous un peu moins d'1 an, jusqu'au mois d'août 2024, pour nous accompagner dans cette démarche et la formaliser. Donc il y a eu beaucoup de travail de fond, c'est-à-dire qu'il a fallu reprendre toutes nos pratiques de travail, à la vigne, à la cave, au bureau, au commerce, et en fait suivre les schémas qui sont structurés, bien organisés par le label Vigneron engagé, en étant capable de se projeter, en étant capable de dire voilà, on fait ce constat, on audite, on a nos pratiques, on fait des diagnostics, il y a des choses qui vont bien, qui ne vont pas, quels sont les points d'amélioration, quels seront les indicateurs que nous allons nous engager à respecter.
Donc tout a été fait, que ce soit en termes de culture de la vie, de traitement, de travail au niveau du chai. Par exemple, au niveau du chai, on a mis des compteurs d'eau un peu partout. On est maintenant en mesure de tracer exactement notre consommation d'eau. Au niveau de la culture de la vigne, on a revu certaines façons de travailler. Au niveau du commerce aussi, on a repris notre argumentation, que ce soit le commerce ici, avec les no-touristes, mais en France ou aussi ailleurs. Enfin, tout a été décortiqué et corrigé pour rentrer dans les critères de vignerons engagés qui poussent vers quoi? Mais en fait vers l'excellence. Et ça, c'est notre façon de faire. On a toujours voulu ici tirer vers le haut. Le travail le plus important, et je crois qu'il a été le plus apprécié par notre équipe, c'est tout le volet responsabilité sociétale d'entreprise. Parce qu'on a associé toutes les personnes qui travaillent avec nous. On a organisé des réunions, on a organisé une journée d'équipe. Un jour, on les a tous rassemblés. Il y avait les gens de la vigne, c'était marrant. Il y en avait un qui avait mis son costume pour la réunion. Les gens de la cave, les gens du bureau, les gens du commerce. On était tous réunis là dans notre musée que vous avez vu, sous le regard des aïeux en photo. Et ils étaient tous là et la thématique, c'était comment on va construire la démarche RSE ensemble. Et je leur ai dit, je ne vous remercie pas d'être là, puisque ça fait partie, on vous a demandé de venir, ça fait partie de votre travail. Donc, je n'ai pas à vous remercier d'être là. Mais par contre, ce que je veux, c'est d'avance vous remercier d'avoir été vraiment présent, d'être complètement avec nous et que ce soir, vous partiez en disant, on a compris ce que c'était vigneron engagé, on comprend que ce n'est pas seulement une contrainte, que ça peut nous apporter des choses, que la direction, les patrons, Juliette, Jean-Luc, Sabine, ils nous ont dit ce qu'ils attendaient de nous, mais nous, le personnel, les ouvriers, les commerciaux, les assistants, on a été capable de leur dire également nos attentes. Donc c'est interactif et je voudrais que d'avance, vous impliquez, vous soyez vraiment présents et je veux vous remercier d'avance pour être vraiment présents avec nous. Et le soir, quand on a fait le débriefing, parce qu'ils ont bien joué le jeu, toute la journée, ils ont fait part de leurs attentes, comment on pouvait construire des choses ensemble. Et le soir, quand on a fait le débriefing, ils étaient vraiment contents et on a partagé cette satisfaction. Alors, c'est pas de l'angélisme, tout n'est pas parfait, mais c'était vraiment super parce que Vignerons engagés, ça nous a permis de renforcer nos liens avec nos équipes. Voilà. Et on les voit régulièrement pour ça. Et ils sont très heureux, je pense, de partager avec nous la fierté de ce label. Voilà. Ça a été facile de les mobiliser au début ou il y a eu un peu de scepticisme ? Ça n'a pas été facile du tout, parce que c'est déjà, le monde du travail est compliqué, particulièrement en France. En plus, on aime bien se rajouter des complications administratives et autres. La réglementation dans le secteur professionnel du vin est assez lourde aussi. Donc, c'était perçu comme une contrainte. Et à quoi ça sert ? Puis ça coûte cher. Au lieu de dépenser tout ça, vous pourriez nous acheter ça et ça et ça. Donc, au départ, c'était mal perçu. Mais petit à petit, on les a amenés avec nous pour bien rentrer dans la démarche et pour qu'ils comprennent ce que ça allait leur apporter. Voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, ils sont fiers d'être dans un domaine labellisé vigneron engagé, à savoir le premier de l'appellation Cahors. Ici, on a souvent été pionniers pour pas mal de choses. Ça vient, c'est l'héritage familial. Le grand-père de mon mari était déjà comme ça, son père, mon mari aussi. Et voilà, donc on continue comme ça. On est les premiers à avoir le label tourisme et handicap. Ça, c'est une grande fierté sur les cas de déficience. On a été le premier domaine viticole à avoir le label qualité tourisme Occitanie sud de France. On est le premier label accueil vélo. On a été le premier label en HVE. Il y a bien longtemps maintenant. Et maintenant, donc, nous sommes le premier label vigneron engagé. Donc je crois que notre équipe est assez fière de ça. Voilà. Bravo pour la certification. Alors dans ce podcast, il y a une dernière question traditionnelle. Je vais donc vous la poser à vous, Sabine. Est-ce que vous êtes heureuse au Clos Triguedina ? Pleinement heureuse. Ça ne se voit pas. En plus, je vois mon mari qui jette un œil pas très loin. Mais oui, aucune raison d'être malheureuse. On fait un beau métier, exigeant, on est capable de s'adapter avec la météo qui, oui, nous donne des soucis, mais toujours on continue à avancer. Et puis on a cette très grande fierté, mon mari et moi, d'avoir une continuité familiale avec nos enfants. On fait des beaux vins dans un bon pays, nos clients nous le rendent bien.
tout va bien. Merci Sabine. Alors là, chers auditeurs et chères auditrices, si vous n'avez pas envie de visiter le clos Triguedina après cette interview, je ne sais plus quoi faire. Sans rire, c'est une région viticole qui vaut le détour, et qui sait, vous tomberez peut-être sur une assiette de cèpe ou un peu de truffe pour accompagner un verre de Probus. Merci Jean-Luc, Sabine et Juliette pour votre accueil et pour cette belle interview. Je suis Romain Becker et vous écoutez Le Bon Grain de l'Ivresse. Réalisation Romain Becker. Merci à Emmanuel Nappé pour la post-production, à Emmanuel Doré pour le générique original et à Léna Mazilu pour les graphismes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon!